Ravi de vous retrouver en ce premier Psychose de l'année 2024, en espérant évidemment qu'il y en aura d'autres avec vous et que tout se passera pour le mieux pour vous et surtout que vous soyez tous bien dans vos têtes, puisque c'est, comme vous le savez, l'objectif de l'émission et on en parlera justement. Comment être bien dans sa tête quand on a le patron qui nous embête, quand on a la collègue qui ne s'entend pas avec nous, quand on a le sentiment qu'on nous a souhaité, promis un poste qu'on ne voit pas venir. Bref, quand on est au travail et qu'on a des souffrances psychiques. Ça arrive, et ça arrive de plus en plus, croyez-moi, parce que dans mon cabinet, j'en vois de plus en plus de patients qui viennent en consultation parce qu'ils souffrent, et ils souffrent au travail. Donc, pour nous en parler, on ne peut pas être mieux servi. Je vous ai proposé de converser avec Jocelyn Marron. Jocelyn, bonsoir. Bonsoir. Je vous remercie d'être présent. Je rappelle pour ceux qui vous connaissent, Jocelyn, que vous êtes donc le directeur de 2MT, qui est une structure de santé au travail, donc de médecine du travail. Oui. Donc on parlera médecine du travail, bien évidemment, on parlera aussi de la souffrance au travail, et surtout, vous, téléspectateurs, au 71 27 07, avec la complicité de Grégory, vous allez nous appeler pour nous dire comment ça se passe pour vous, comment ça s'est passé. Racontez-nous comment vous avez pu vous en sortir, ou est-ce que vous continuez à souffrir dans ce travail. Est-ce que vous êtes, comme on dit souvent maintenant, victime de burn-out, puisque c'est le mot qui est très, très utilisé, d'épuisement professionnel. Nous en parlons avec Jocelyn Marron, qui, bien évidemment, en tant que directeur du service de santé au travail, pourra être le mieux pour nous éclairer là-dessus. Jocelyn, je vous souhaite à nouveau la bienvenue dans notre grande maison, et surtout vous demande d'emblée déjà de nous dire 2MT. Qu'est-ce que c'est ? Parce qu'il y a la médecine du travail, on ne sait pas trop cet univers. Est-ce que vous pouvez nous dire, avant que nous commencions à converser avec nos téléspectateurs, comment s'organise la médecine du travail en Martinique en particulier ? Alors, d'abord, permettez-moi de souhaiter une bonne et heureuse année à l'ensemble des téléspectateurs qui nous regardent. Et à mon tour, je vous présente tous mes remerciements. Enfin, je suis très content. Nous sommes heureux de vous avoir. D'avoir accepté votre invitation sur le plateau de Zouk TV. Alors, les services de santé au travail, comment ça se décompose ? Notamment sur le territoire de la Martinique, nous sommes 3 associations, puisque les services de santé au travail sont régis par des associations, quelle que soit la région dans laquelle elles se trouvent. Sauf peut-être la fonction publique territoriale. Sauf la fonction publique territoriale qui a un statut tout à fait particulier. Ça s'appelle des centres de gestion, mais le fond du travail reste le même. Donc les services, aujourd'hui appelés services de santé au travail, qui s'appelait avant, il y a quelques années, des médecines du travail. Alors, pourquoi la notion de service de santé au travail ? Puisque nous avons des pôles pluridisciplinaires, nous avons des EPST. On va éviter les termes techniques. Vous allez peut-être nous donner des significations, voilà, ça va nous éclairer. Tout à l'heure. Mais en tout cas, ce sont des associations qui sont dirigées par un conseil d'administration, par une commission de contrôle, et par une autre instance extrêmement importante dans ces services-là qui s'appelle une CMT, qui est un petit peu un comité technique, voilà, où nous discutons, où nous traitons uniquement et exclusivement des éléments médicaux du service. Voilà. Alors, qu'est-ce que la médecine du travail ? C'est tout simplement des associations qui ont en charge un certain nombre de salariés, donc les salariés que les entreprises ont bien voulu mettre à notre disposition, où nous nous occupons du suivi physique et psychique de l'ensemble des salariés que nous suivons. D'accord. Voilà. Physique et psychique. Psychique, c'est quand même assez nouveau, parce qu'avant, on avait tendance à aller à la médecine du travail, comme on disait, pour les petits bobos physiques, somatiques, mais pas trop psychiques. Oui, ça a toujours été l'adage des services de santé au travail, mais la notion de risques psychosociaux a été mise en avant dans les services de santé au travail,
souvenez-vous des événements d'Orange. Oui. Où nous avions eu, si je fais appel à ma mémoire, je crois que nous étions en 2007 ou 2000. Si vous faites appel à la mienne, vous êtes mort. Voilà, et il y avait eu une succession de suicides. Oui. Et donc, et à partir de ce moment-là, on a beaucoup parlé des risques psychosociaux. Et aujourd'hui, on en a véritablement fait des enjeux managériels extrêmement importants pour les sociétés. Et pourtant, je vous disais en introduction, c'est pas pour autant que les problèmes de souffrance au travail sont diminués. Absolument. J'ai le sentiment, au contraire, que en tout cas dans ma patientèle, pour ce qui me concerne, il y a beaucoup de personnes qui viennent consulter parce que ils sont pas bien. Écoutez, nous avons passé une période extrêmement compliquée, extrêmement difficile. Il s'agit des 2 ans, 2 ans et demi de Covid que nous avons vécu. Ça n'a pas été simple, ça n'a pas été facile. Quelle est l'influence que cette pandémie a eue sur la santé psychique des salariés Énorme, ça a tout bouleversé. Donnez-nous des exemples, Jocelyn. Alors, comprenez bien que je ne puisse pas rentrer dans les éléments techniques parce qu'il s'agit là quand même d'éléments... Donc vous avez, en tout cas, dans votre service, vous avez vu une augmentation. Une évolution, et non des moindres, entre la période non-Covid et la période post-Covid. Quand j'ai regardé un petit peu, puisque j'ai préparé un petit peu cette émission, quand j'ai regardé les chiffres que nous avions... Je sais que vous avez bien préparé votre émission. J'ai essayé d'être à la hauteur de l'événement. Mais quand nous avons regardé les chiffres que nous avions avant le Covid et quand nous avons regardé en comparant les années, les éléments que nous avons après le Covid, c'est effarant. En 8 mois, on a des taux de fréquentation qui sont extrêmement importants. Je rappelle que nous appelons et nous parlons de suivi psychologique, mais attention, nous ne nous occupons pas de la partie psychologique comme pourrait intervenir le psychologue, mais nous travaillons beaucoup plus avec un psychologue du travail, donc la hiérarchisation de la problématique en matière de travail et d'organisation du travail. Mais nous sommes plutôt sur la partie médicale, c'est-à-dire la partie psychique et la partie psychiatrique. Oui. Voilà notre cœur de métier. Mais est-ce que les personnes viennent spontanément ou, par exemple, je suis au travail et je souffre d'ailleurs de harcèlement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui consultent. Est-ce que les personnes ont la possibilité de venir dans les services de santé au travail sans que ça soit à l'initiative de leur employeur? Absolument. C'est important de le rappeler, ça. Ah oui, mais je rappelle que tout salarié, ou toute entreprise en tout cas, met à la disposition de l'ensemble de ses salariés à partir du moment où ils sont dûment inscrits, je rappelle aussi que c'est une obligation légale. C'est ça. À partir du moment où ils sont dûment inscrits, dans chacune des entreprises, vous avez ce que l'on appelle le fameux tableau, c'est le fameux tableau d'information. Sur ce tableau d'information, réglementairement, comme l'indique le Code du travail, il doit être indiqué le nom du médecin du travail de l'entreprise. Qui peut être consulté à l'initiative du salarié lorsque il ne se sent pas bien, en tout cas psychologiquement. Et alors, vous disiez tout à l'heure que le Covid a un peu rebattu les cartes et j'aurais bien aimé comprendre parce que pendant la période du Covid, on n'était pas au travail justement. Il y avait du télétravail, il n'y avait pas la pression de l'entreprise. Il n'y avait pas la pression de l'entreprise, mais il y avait une autre pression. Il y avait des salariés qui étaient malgré tout obligés de travailler même s'ils ne recevaient pas le public. Par exemple, je prends le cas de notre structure. Nous étions assujettis, comme l'avait demandé le gouvernement, à ne pas, en tout cas, bien contrôler l'accès à notre bâtiment. Mais malgré tout, nous n'avons pas cessé de travailler. Nous étions en interne, nous étions en télétravail pour certains, parce que ce n'est pas toutes les professions qui peuvent être en télétravail. Et nous avons beaucoup travaillé, et notamment avec les administrations. Nous les avons absolument et particulièrement accompagnés à ce moment-là.
c'était quelque chose de tout à fait extraordinaire. Nous avons beaucoup travaillé avec c'est d'ailleurs un Martiniquais que je salue qui a monté cette... c'est Doctolib, c'est Doctolib, oui. Doctolib, c'est Doctolib. Oui. C'est un Martiniquais qui a monté absolument, Doctolib. c'est un Martiniquais qui a monté une excellente idée, qui a été reprise au niveau national. Oui. Nous, Martinique Médecine du Travail, nous avons d'emblée accepté le principe et bien sûr, notre autorité de tutelle a fait en sorte que les autres services de santé au travail de Martinique adoptent le dispositif. Et ça, j'en suis très content. Et d'ailleurs, nous avons pu réaliser de très très belles choses avec ce dispositif qui nous permettait d'être en relation via les portables avec et donc faire de la consultation. Alors, très bientôt, il y a de la télémédecine, on est en train d'étudier cela. Il y a un certain nombre d'éléments qui nous permettent, qui nous laissent à penser, puisque je sais, par de petites indiscrétions nationales, que nous avons des lieux aujourd'hui d'expérimentation de cette affaire. Donc on est en train de voir si on ne fait pas en sorte que l'ensemble des services de santé au travail de France et de Navarre soient équipés et puissent utiliser ce dispositif. Mais avec notre Doctolib que nous avons eu ici, nous avons été un petit peu, alors je ne veux pas dire les précurseurs, mais en tout cas ça nous a bien aidés sur cette période pour pouvoir être toujours au contact de nos entreprises. J'imagine évidemment que le secret médical est largement préservé, mais est-ce que vous avez le sentiment que les gens viennent en toute confiance parce qu'ils se disent médecine du travail? Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt du côté des patrons? Oui, bon, ça c'est la vox populi, mais... Ah, parfois c'est la vox dei. Mais enfin, nous avons vocation à être une structure neutre. Nous avons à conseiller les entreprises qui acceptent de nous confier leurs salariés, mais nous avons aussi à conseiller et à accompagner les salariés que nous recevons tous les jours. Bien. Alors, quand vous dites neutre, un salarié qui vient vous consulter dans ce service de MT de santé au travail parce qu'il est harcelé, parce que souvent il y a ce problème de harcèlement qui provoque des troubles psychiques chez les personnes. Est-ce que quelle est votre marge de manœuvre? Parce que là, on est en face quand même d'une confrontation, de conflit entre l'employeur et son salarié. Est-ce que vous arrivez à faire la part des choses? Est-ce que vous faites de la médiation? Alors, nous ne sommes pas qualifiés en matière de médiation, bien évidemment. Mais quand nous recevons des salariés comme cela, avec des problématiques aussi importantes, il y a une prise en charge qui est faite par ce que nous appelons dans notre jargon le pôle pluridisciplinaire. Il y a une entrée, bien évidemment, la tête de pont, c'est le médecin du travail. Oui. Et ce médecin du travail, en recevant ce salarié, met en branle l'ensemble des professionnels de santé qui sont à sa disposition, bien évidemment, de manière extrêmement cadrée, pour pouvoir résoudre ces problématiques-là. Alors, il a une batterie d'éléments administratifs à sa disposition, lui permettant de pouvoir prendre les décisions qui s'imposent quand on a affaire à ce type de difficultés ou de problématiques. Et il peut même aller alors je ne vais pas employer le droit de réserve, c'est un autre terme qui est utilisé dans ce cadre-là, mais ce sont des mesures de mise à l'écart, en tout cas, que l'on peut prendre quand le salarié se sent particulièrement en difficulté dans une entreprise. Mise à l'écart, c'est-à-dire? C'est le fait qu'on peut sortir le salarié de son environnement professionnel qui n'est pas le bon au moment où nous sommes en train de traiter de la problématique pour ce salarié. Ça prend du temps, ces procédures, parce qu'enfin, non, les salariés viennent souvent lorsque la crise est arrivée. Oui, bien sûr, ils viennent beaucoup trop tard et nous ne sommes plus dans notre rôle de préventeur, parce que normalement nous aurions dû être en amont de cette affaire. Ce qui est très difficile parce qu'effectivement les salariés ne sont pas prompts à venir s'exposer, à venir s'exprimer. Ils pensent toujours qu'ils auront la solution, malgré qu'ils se sentent en difficulté, malgré qu'ils sont accablés, malgré qu'ils arrivent au bout du bout,
ils se disent, je vais y arriver, ils continuent toujours. Mais il y a aussi, je sais, le mécanisme de l'emprise lui-même lié à la situation. Oui. Quand on est sous emprise dans une problématique de harcèlement, on est presque sidéré et on ne bouge pas, quoi. Et dans ces cas-là, est-ce que vous avez vous me disiez que les salariés sont reçus par les médecins du travail, après, sous l'accompagnement psychologique de ces personnes, parce que ça compte, ça, Absolument. aussi, dans la santé. Absolument. Donc, je vous parlais tout à l'heure du pôle pluridisciplinaire qui est à notre disposition. Nous avons chez nous, enfin, les services de santé au travail, pas que dans le mien, mais les services de santé au travail ont à leur disposition un certain nombre de professionnels, et non des moindres. Nous avons une psychologue du travail qui écoute beaucoup, qui analyse beaucoup, qui va sur le terrain, etc. Nous avons aussi à la disposition de nos adhérents ce que nous appelons aujourd'hui une assistante sociale qui fait un travail extrêmement important dans ce que l'on appelle aujourd'hui les cellules PDP. Mais vraiment, ce sont des choses qui sont extrêmement importantes aujourd'hui à la disposition du médecin du travail pour pouvoir aller et accompagner, j'insiste beaucoup sur ce mot, accompagner les salariés qui en ont besoin. Alors, on revient sur le thème, souffrance psychique au travail. De quoi parle-t-on précisément? Est-ce que vous avez une idée des raisons, des motifs de consultation de votre service de santé qui seront en lien avec les souffrances psychiques? Oui, alors nous avons quelques éléments, bien sûr. Ce sont en règle générale des salariés qui, malgré qu'ils ressentent un mal-être au travail, continuent à vouloir persister, à continuer à rester dans l'environnement. L'environnement n'étant pas propice, et les gens ont toujours le sentiment qu'ils peuvent, qu'ils peuvent sortir d'une difficulté, nous nous rendons compte que ces gens-là, quand ils arrivent à notre niveau, ils sont complètement, encore une fois, au bout du bout. Et c'est pas notre rôle que de traiter. On n'est pas des curatifs. Quoique la médecine en France est plutôt curative, mais pas assez préventive. Mais quand nous avons ces salariés-là, nous sommes obligés d'aller très vite, de réagir très vite, d'être promptes dans les décisions et dans l'accompagnement et faire des orientations qui sont parfois difficiles. Nous avons Vous avez déjà l'autorité, par exemple, pour mettre à l'écart un salarié de son entreprise? Absolument. Nous avons déjà pris, je le disais tout à l'heure, mais nous avons déjà pris des positions extrêmement fermes d'hospitalisation d'office. Carrément. Ah ben oui. C'est le psychiatre qui parle. Donc à ce moment-là, il prend tout de suite la décision et il est en capacité de pouvoir prendre ces décisions-là, oui. Donc en fait, ces questions de souffrance psychique sont bien prises au sérieux maintenant et avec des mesures qui peuvent être drastiques, de ce que vous dites, d'autant plus qu'on a le sentiment, en tout cas les patients ont tendance à penser qu'ils sont un peu isolés dans ces souffrances et pas forcément suffisamment entendus, certainement pas dans l'entreprise, mais vous dites que dans votre service en tout cas, les personnes qui souffrent psychiquement peuvent, à leur initiative, demander une... Alors, à leur initiative, elles peuvent demander... il y a plusieurs portes d'entrée. Il y a la première porte d'entrée qui est l'employeur, la visite obligatoire. Oui, non. Enfin, la visite obligatoire. Mais la visite... Alors, qu'on n'y aille pas en palier. Alors, la visite obligatoire, elle est obligatoire annuellement ou elle est obligatoire tous les 2 ans, mais ça dépend du type de salarié. Bien. Maintenant, un salarié qui rentre dans les risques psychosociaux, c'est un salarié particulier qui, lui, doit avoir un accompagnement tout à fait particulier. Bien. Quand ce salarié, lui, arrive à notre niveau, quand on le prend en charge, parce que c'est une véritable prise en charge, il faut véritablement, à ce moment-là, je me répète sans doute, mais c'est important de nous répéter parce que c'est comme ça qu'on commence à... De toute façon, la pédagogie, c'est l'art de la répétition. Absolument. Donc vous pouvez vous répéter, on entendra mieux. Absolument.
à partir du moment où nous faisons... alors, je parlais du nombre de portes d'entrée. Il y a la porte d'entrée du salarié, il y a la porte d'entrée de l'employeur, parce qu'il peut effectivement trouver que le salarié a un comportement un peu particulier, il arrive beaucoup plus souvent en retard, il a des absences qui sont beaucoup plus longues, beaucoup plus répétitives, etc. Et puis, il y a aussi le médecin ou tout membre du pôle pluridisciplinaire qui pourrait déceler un comportement et une orientation, que ce soit l'infirmière, que ce soit la psychologue, etc., qui pourrait faire une orientation permettant justement de prendre en charge ce salarié-là. Alors je vous rappelle que vous avez la parole et que c'est vous qui, ce soir, nous direz comment vous concevez cette souffrance. Est-ce que vous en avez été victime, vous aussi? 71 27 07. D'ores et déjà, vous pouvez nous contacter, nous donner votre point de vue. Je vois que la lumière est verte, mais je ne sais pas si elle était déjà verte. Non, voilà, donc c'est tout. C'est ce que je voulais juste savoir. Et alors, les personnes qui viennent, elles ont un suivi pendant combien de temps? Est-ce que ça s'arrête à un moment ou elles ont la possibilité de bénéficier d'un suivi d'une durée Alors, à partir du moment où le salarié est arrivé et nous le prenons en charge, nous faisons une première visite qui est une visite que le professionnel de santé fait en règle générale. Il s'agit donc du médecin qui va faire une orientation vers le psychologue du travail. Quand ce psychologue du travail reçoit ce salarié, il discute, il fait une évaluation et il rend compte au médecin de l'évaluation qu'il a faite. Et il estimera, mais c'est au professionnel de santé de le dire, si c'est une, si c'est deux, si c'est 3 visites qu'il devra faire pour pouvoir véritablement aider le médecin à asseoir un diagnostic fiable sur le salarié dont nous avons la charge. À partir du moment où ce salarié a été dûment diagnostiqué et qu'on a posé un diagnostic fiable autour de la problématique et on a cerné son environnement professionnel, on a cerné son étude de poste, etc., puisque nous passons par plusieurs leviers pour pouvoir asseoir ce diagnostic, nous pouvons considérer soit qu'il restera dans un suivi sur un certain nombre de rendez-vous, ou soit on le dirigera, et ça, nous sortons de notre cadre, et il sera dirigé vers un psychiatre. Alors, c'est très important de nous rappeler ces procédures, mais c'est aussi important pour nous de savoir si tous les salariés de Martinique ont droit à cela. Bien sûr. Y compris dans les toutes petites entreprises. Bien sûr. J'ai 6 salariés, est-ce que je suis soumis à l'obligation? Absolument. Donc, quel que soit le type d'entreprise, à partir du moment où il y a une problématique d'ordre psychosocial qui est mise en exergue, il est assujetti. C'est connu de la population, ça? Est-ce que vous communiquez dans les entreprises autour de ça? C'est pour ça qu'en venant, j'étais en train de me dire, mais Jocelyn, tu sors de ta réserve cathodique pour venir sur Zouk TV pour pouvoir t'exprimer sur le sujet. J'avoue que la médecine du travail est une discipline très très peu connue en Martinique. Bon, pour quelle raison? Parce que... Pour quelle raison chez nous c'est moins connu qu'en France Non, c'est partout pareil. C'est partout pareil? C'est partout pareil. C'est un vrai microcosme, c'est une vraie... C'est une bulle. Et voilà, donc personne ne sait très bien ce que nous faisons, pourquoi nous le faisons, où nous le faisons et à partir de quand nous commençons et quand s'arrêtent nos prérogatives. C'est pour cela que j'ai inventé, depuis l'année dernière, une journée porte ouverte des services de santé au travail. Martinique Médecine du Travail ouvre ses portes à toute la Martinique. Alors je fais un peu de pub, mais enfin bon. Non mais profitez-en, c'est de la promotion, on va pas dire de la pub. Avec un de vos confrères, un partenaire radio, avec lequel... c'est de la concurrence, ça. Avec lequel... Mais Zouk TV est invité. Je rappelle allez-y, la prochaine se fera le 27 Nous y serons. Oui, et je veillerai à ce que Zouk TV soit présent, mais... c'était important pour moi
moi qui suis membre fondateur de cette association, l'un des fondateurs de cette association, ça a toujours été dans mes engagements et dans mes projections de pensée de faire en sorte que la médecine du travail soit beaucoup plus connue, en tout cas soit beaucoup plus dépoussiérée que ce qu'elle ne l'est. Aujourd'hui, c'est une discipline médicale. Je rappelle que les médecins du travail, ce sont des spécialistes, donc ils font 7 ans d'études plus 4 ans de formation spécifique. Et j'avais un temps milité pour que nous ayons une spécialité médecine du travail à la Martinique. Je ne désespère pas d'y arriver, mais il faut impérativement que ce soit beaucoup plus connu de tous. Et si effectivement la médecine du travail arrive à être beaucoup plus connue de tous et du plus grand nombre, nous aurons, parce que c'est de ça dont il s'agit, nous aurons des forces vives à la Martinique qui seront beaucoup plus en santé. Parce que qu'est-ce qu'on nous demande aujourd'hui dans les services ? On nous demande aujourd'hui de garder le plus longtemps possible les salariés sur leur poste de travail. Ben oui, tant qu'à faire, oui. Ben voilà. Si on les garde sur les postes de travail, c'est que nous sommes des acteurs de l'économie et non des moindres. Donc ça veut dire que si nous avons à faire en sorte que les salariés restent le plus longtemps possible sur leur poste de travail, nous aurons des entreprises qui sont économiquement beaucoup plus saines. Alors ce que j'ai envie de vous dire aussi, c'est pas je comprends votre discours productiviste. Il faut qu'il y ait des salariés très efficaces, très productifs dans les entreprises, mais il faut qu'ils aient des têtes bien faites. Et ça, est-ce que vous avez le sentiment, même si on parle de qualité de vie au travail, que dans les entreprises, on se soucie beaucoup de la santé mentale des salariés? Mais absolument. Vous pensez? Mais absolument. J'ai des chefs d'entreprise qui sont très assujettis et très au fait de la QVT. J'ai des chefs d'entreprise, et j'en connais, qui font partie de mes adhérents, qui mettent en place un certain nombre de choses autour de leurs salariés. Nous avons des discussions qui sont extrêmement importantes autour de la santé physique et psychique de l'ensemble des salariés. Parce que j'ai en mémoire des salariés venus en consultation, Jocelyn, qui me disent, écoutez, Monsieur Galva, je suis opprimé parce qu'on m'en demande encore plus, il faut que je sois plus rentable, il y a personne avec moi sur le poste, je fais 2 fois le travail de deux personnes, et vous pensez que ça, c'est s'occuper de la santé mentale des gens? Monsieur Galva, oui. Ma neutralité ne me permet pas d'intervenir sur votre intervention. Oui, mais... Mais en tout cas, aujourd'hui, votre prudence surtout, pas votre neutralité. Je suis sûr et certain que les chefs d'entreprise martiniquais font beaucoup et mettent énormément de choses en place autour de leurs salariés. Contrairement au chef d'entreprise lui-même, qui est un laissé-pour-compte. Nous y reviendrons, cet aspect, effectivement. Mais en tout cas, vous êtes en train de nous dire que tout va bien dans le meilleur des mondes, que les choses se passent très bien dans les entreprises, que les gens sont bien pris en charge psychologiquement, et que ceux qui viennent peut-être à mon cabinet, c'est des gens qui se plaignent, quoi. Non, pas du tout. Je pense que vous allez trop loin dans cette analyse. En revanche, il y a des difficultés. On ne peut pas dire que tout est rose et on ne peut pas dire que tout est blanc. Il y a des difficultés. Ces difficultés, nous les ciblons. Ces difficultés, nous les traitons. Alors, bien évidemment, ça prend un certain nombre de temps. Nous avons mis et nous mettons en place un certain nombre de partenariats, parce qu'il faut bien comprendre qu'avant, les structures ne se parlaient pas. Les structures n'interagissaient pas ensemble. Aujourd'hui, il y a une volonté, et j'en suis très heureux, qu'il y ait un vrai mouvement, une vraie. Alors, je vais prendre l'image du tour des Yeules, de la Yeule. Beaucoup de gens sont montés dans le bateau, et aujourd'hui, pour que ce bateau arrive à bon port, bien évidemment toujours au service de l'ensemble des salariés que nous suivons, nous mettons un certain nombre de synergies ensemble. Alors, bien évidemment, tout n'est pas rose, mais sincèrement, nous avons une prise en charge. Je parle dans mon service, mais aussi dans les 2 autres services de santé au travail qui existent à la Martinique, puisque nous faisons le même métier. Nous faisons le même métier. Et alors, bien sûr, il y a des cas qui sont particuliers, il y a des cas qui sont plus difficiles. D'ailleurs, je suis étonné que
que vos auditeurs n'aient pas encore décroché leur téléphone pour nous poser quelques questions. On va leur demander d'ailleurs, de nous faire part de leur expérience. Il y a bien évidemment des expériences qui comme partout, qui sont difficiles, dont on ne trouve pas la solution tout de suite, mais il y a beaucoup de choses que nous réglons et que nous réglons au quotidien auprès de cette population qui est très demandeuse de nos conseils. Alors, est-ce qu'il y a vraiment, en termes, parce que je vous sens effectivement très mobilisé sur la question de la prévention. Vous êtes en train de me dire, Jocelyn, que finalement, dans les entreprises, il y a une préoccupation permanente pour la qualité de vie au travail. Je veux bien vous croire. Sauf que j'ai le sentiment que les salariés sont quand même parfois isolés parce que les espaces d'écoute au sein des entreprises elles-mêmes ne sont pas développés. Et si je me retrouve avec des souffrances qui ne sont pas forcément liées au travail, mais qui sont aussi mes propres souffrances, et puis en plus, à côté, je me retrouve avec des contraintes dans l'entreprise, je ne trouve pas de lieu, à part mon médecin traitant, et puis... Non. Alors, c'est pas le rôle d'abord du médecin traitant de prendre en charge ce type de problématique et ses écoutes. Mais vous savez que c'est souvent la porte d'entrée, parce que souvent les personnes, elles souffrent et elles font des burn-out et des dépressions. C'est au médecin traitant de s'occuper des dépressions. Nous sommes d'accord. Mais faudrait-il encore qu'on puisse voir et analyser de quel type d'entreprise on parle, de quel type de salarié, sur quel poste de travail, etc., etc. Il y a quand même une petite enquête à mener. Bon, une fois qu'on a mené cela, qu'on a vu ça, je rappelle que le fameux pôle pluridisciplinaire dont je parle, avec ces différents métiers qui sont à la disposition donc de nos adhérents, est justement là pour se substituer à l'employeur, pas défaillant, mais l'employeur qui, lui, n'est pas... comment je vais dire ça? C'est pas qu'il ne soit pas habilité, à la limite, mais qui n'a pas les outils. Je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faudrait que nous présentions cela. Qui n'a pas les outils pour pouvoir faire face à ces difficultés-là et appelle son service de santé au travail ou permet à son service de santé au travail de venir... à son secours, si je peux m'exprimer ainsi, pour lui permettre de se retrouver dans tous les méandres de ces difficultés. Donc, il y a un déficit de communication. C'est pour ça que j'ai accepté de venir sur ce plateau. Je vous en remercie à nouveau, parce que je suis tout à fait disposé à faire en sorte de communiquer davantage, et je suis tout à fait disposé à faire en sorte que nous en parlions, que nous mettions en place un certain nombre de synergies d'information, tant sur les réseaux, tant sur nos sites internet que sur les médias ou dans les différentes newsletters, pourquoi pas, que nous pourrions mettre en place autour de ces sujets-là. Rappelez surtout aux personnes de ne pas attendre d'arriver au burn-out, parce que malheureusement, Jocelyn, c'est quand les gens sont arrivés au stade d'épuisement professionnel, parce que je ne vais pas utiliser cet anglicisme, qu'on découvre l'ampleur des dégâts. Et avec des dégâts. Et heureusement que le burn-out a été reconnu comme maladie professionnelle. C'est cela. Mais alors déjà ça, c'est pas gagné parce qu'en fait, il faut convaincre la médecine du travail qu'il s'agit de burn-out. Alors, je taquine un peu, mais écoutez, je suis peut-être pas neutre, parce que je suis clinicien et je vois bien les patients. Non, il faut pas, non. À partir du moment où le médecin, il a un certain nombre d'éléments à sa disposition, lui permettant de pouvoir quantifier cette affaire-là. Alors c'est vrai que ce sont les pauvres à être habilités à définir le burn-out. Alors c'est quoi, justement? Parce que souvent, figurez-vous, je sais que je vois les patients arriver pour cause de burn-out, mais c'est pas le médecin du travail qui, a priori, a pris cette décision, mais le médecin traitant. Et alors, on fait quoi avec ça? Alors, qu'est-ce qui nous reste Vous vous rendez compte que jusqu'à preuve du contraire et jusqu'à aujourd'hui, vous n'en avez rien fait? Oui, jusqu'à présent, parce qu'en fait... parce qu'on n'est peut-être pas dans la bonne pente.
Mais est-ce que, par exemple, est-ce que dans ce genre de situation, les médecins généralistes sont en contact avec Bien sûr. Les médecins du travail Bien sûr. parce que le patient qui vient, la personne qui vient, et il y en a, hein, et de plus en plus, parce qu'ils sont en burn-out, et ça touche toutes les catégories socio-professionnelles, hein, les cadres, les employés, et va voir son médecin traitant, parce que ça se traduit souvent par une dépression avec un tableau anxio-dépressif, je ne dors plus, je ne mange plus, je pleure, enfin bref. Moi, si je peux me permettre, le médecin généraliste devrait appeler plus souvent le médecin spécialiste qui s'appelle le médecin du travail sur ces questions-là. C'est une chose à dire haut et fort, parce absolument. Que ça arrangerait bien les choses. Absolument. Donc, mais est-ce que vous pensez, franchement, Jocelyn, qu'il y a du lien, que c'est aussi fluide entre les médecins généralistes et les médecins spécialistes de santé au travail? Mais je le vis tous les jours. Tous les jours, nous avons des confrères qui se parlent, nous avons des médecins généralistes qui écrivent et qui mettent des mots, et des médecins du travail qui écrivent des mots aux médecins. Voilà, ils échangent au téléphone, ils ont des problématiques qui restent des problématiques médicales, qui restent dans le cadre du secret médical, mais ils échangent, mais tous les jours, nous avons des échanges tant avec les médecins généralistes qu'avec les médecins spécialistes, les ophtalmos, les endocrinos, les cardios. Et les téléspectateurs ne doivent pas hésiter à nous appeler. Ne me laissez pas seul à parler à votre nom. Hein, là, c'est pas ma place aujourd'hui. Mais par exemple, lorsqu'il y a un choc émotionnel, qui est une des causes de l'accident du travail. Un AT déclaré par le médecin traitant parce que le salarié a pété les plombs, a explosé, il s'est fait engueuler très fort et ça a créé chez lui un choc émotionnel. AT. Bon. Est-ce que vous pensez que après, il faut être reconnu en accident du travail. Ça, c'est un partenaire peut-être qu'on aurait dû inviter qui est la caisse de la sécurité sociale. Et c'est pas gagné. C'est pas gagné. Ouais. Mais j'ai l'impression que je suis dans mon entreprise, je glisse dans les escaliers. C'est plus facile de déclencher la procédure d'accident du travail que lorsque je me retrouve dans le même accident, mais que le choc a été émotionnel. Oui, mais est-ce que le choc émotionnel est dans la fameuse liste des accidents du travail reconnus par la Caisse générale de la sécurité sociale? À mon avis, oui. Personnellement, je ne le sais pas. Non, oui, je vous confirme que oui. Sauf que après, c'est compliqué parce que une fois qu'on est entré dans cette filière, alors je prends le cas, je vous dis oui, des chocs émotionnels, j'en vois arriver des AT de ce type avec mention choc émotionnel. Sauf que qu'est-ce qu'il fait avec ça, le salarié? Il a arrêté forcément. Pendant quelques temps. Et à quel moment peut-il déclencher une consultation dans votre service de santé? Mais écoutez, d'abord, si ce salarié a été déclaré en accident du travail, c'est qu'il est forcément passé chez nous. Et que forcément, ça, monsieur, oui, mais si, c'est qu'il est passé chez nous. D'accord. Et que à partir du moment, mais oui, puisque il va, alors voilà la procédure en principe. Il a un accident du travail. Je rappelle que pour pouvoir avoir cette fameuse feuille bleue que l'on obtient chez le médecin généraliste, et pour que ce soit validé comme tel, il faut en plus qu'on ait 2 témoins. Bon. Maintenant, imaginons, il a les témoins, il a tout, il a la feuille bleue. Il arrive avec ça, et qu'est-ce qui se passe? Il a un certain nombre de jours d'arrêt. Au bout de 30 jours d'arrêt obligatoire, et même un peu moins puisqu'il s'agit d'un accident du travail, il est reçu obligatoirement par le médecin du travail. Donc il est forcément. Vous êtes au courant à ce moment-là que la personne est en AT pour choc émotionnel. On reste dans les troubles psychiques. Alors, comment vous le savez? Mais alors, nous le savons si, alors, en principe, les entreprises, à partir du moment où elles ont un arrêt de travail, qu'il soit accident du travail ou qu'il soit arrêt de travail de plus de 30 jours, et un accident du travail, dans tous les cas, doit impérativement nous envoyer la feuille de soins et l'arrêt.
Et c'est parce que nous avons cette information que nous pouvons convoquer le salarié, ça s'appelle une visite de reprise, que nous pouvons convoquer ce salarié pour que le médecin du travail puisse prendre la décision, soit de le remettre dans le champ du travail ou pas. Et sur quelle base il le fera il le fait parce qu'il y a toute une batterie de procédures. Soit il va faire... et il ne le fait pas sous l'avis, il ne prend pas l'avis du... Ça dépend. Parce qu'entre-temps, le salarié a continué à consulter son médecin traitant, puisque le principe des accidents du travail, c'est que il faut après justifier des arrêts... Alors, attention, si le salarié... Chez les gravement dépressifs. Je parle. Alors, bon, pour la dépression, pour le c'est un peu plus particulier. C'est pas une pathologie simple, c'est compliqué. Le médecin du travail a quand même besoin d'un certain nombre d'éléments beaucoup plus probants pour pouvoir se prononcer de manière. Évidemment, il est obligé de faire appel à des confrères qui, eux, sont beaucoup plus outillés que lui pour pouvoir asseoir un diagnostic. Maintenant, je rappelle qu'un salarié en accident du travail, à partir du moment... Alors, il y a aussi dans notre dispositif, dans notre arsenal, ce qu'on appelle une visite de pré-reprise. Donc, le médecin du travail peut très bien faire une visite de pré-reprise et essayer de voir à quel point en est le salarié. D'accord. Et s'il l'oriente. Et à ce moment-là, ce dont vous parliez tout à l'heure, et notamment sur l'aspect psychologique, qu'est-ce qu'il fait? Il va consulter ses confrères. Il va essayer de mettre autour de ce salarié-là un dispositif tout à fait particulier. Mais ce salarié-là, son dossier est-il passé dans la commission de cette fameuse Caisse générale de sécurité sociale et a-t-il eu gain de cause sur cette affaire? Vous savez qu'il y a une enquête qui est ouverte. Oui, bien sûr. Bien. Et c'est cette enquête qui, quand elle donne ses conclusions, permet de véritablement dire si oui ou si non, ce salarié a été reconnu en accident du travail avec toute la batterie de dispositifs qui l'accompagnent. Alors, on parlait de l'isolement de ces personnes qui sont en souffrance psychique. Ouais. Le plus souvent, d'ailleurs, ces personnes qui souffrent psychiquement au travail pour X raisons, souvent c'est lié à la pression managériale, disent-ils, se sentent un peu isolés parce qu'il y a un sentiment de culpabilité. Vis-à-vis des autres salariés, par exemple, parce qu'ils ont le sentiment qu'ils sont désignés comme fragiles. Et comment on peut accompagner ces situations? Et parfois même, je vais jusqu'au bout, je sais que vous n'allez pas me répondre puisque vous m'avez dit que vous restez neutre, il peut y avoir même une suspicion de l'employeur, on dit non, t'as qu'à faire esprit. Non, je pense que jamais personne ne fait exprès. Il y a des gens qui essayent de se cacher, mais ils savent pertinemment qu'ils se font très vite rattraper par l'ensemble des dispositifs qui sont mis à nos dispositions, que ce soit la Caisse générale, que ce soit nous, que ce soit les médecins généralistes ou les différents professionnels avec lesquels ils auront à échanger. Suivez mon regard. Mais ce sont des situations qui sont très très particulières et très spécifiques et il n'y a pas une recette particulière. Ne comptez pas sur moi pour que ce soit, je vous donne la recette magique pour qu'on puisse traiter de ces problématiques-là qui nous-mêmes nous font beaucoup réfléchir. Nous travaillons énormément en équipe justement autour de ces dossiers-là. Parce que autour d'un dossier comme celui-là intervient l'assistante sociale, intervient l'infirmière santé-travail, intervient le médecin lui-même, intervient la psychologue du travail, etc. pour qu'on puisse trouver, et très souvent nous faisons appel à des organismes extérieurs pour pouvoir nous aider, nous aussi, à trouver une issue favorable, ou en tout cas
des issues ou un issue qui nous permettrait de trouver un équilibre dans la décision que nous avons à prendre. Parce que comprenez bien que tout cela a une résurgence économique, tout cela a un coût pour la société, et tout cela a des conséquences sur la vie du salarié lui-même. On est d'accord, notamment en termes d'absentéisme. Vous savez très bien, Jocelyn, que beaucoup de ces personnes qui sont en épuisement professionnel, ces fameux burn-out, sont en arrêt de maladie. Voilà. Et ils ne font pas exprès, parce que c'est parce qu'ils ne sont vraiment pas en mesure de travailler. Donc, ça m'interroge sur les moyens qu'on peut mettre à disposition pour réduire l'impact de l'épuisement professionnel. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que vous devriez mobiliser plus de moyens en termes de prévention dans les entreprises? Mais tout à fait. Tout à fait, c'est absolument... Parce que vous savez que la situation d'Orange persiste, c'est-à-dire qu'il y a toujours des personnes qui tentent de se suicider ou se suicident parce qu'ils ont eu un mal-être au travail assez violent. Alors mon cher ami Galvin, c'est un dossier que je ne connais pas, donc je ne m'exprimerai pas dessus. Oui, mais ça existe toujours. Mais je reste persuadé, je vous crois sans peine, sur la récurrence de ces affaires-là sur une société comme celle que vous venez de citer. Mais justement... Je ne parle pas d'Orange, je dis que... En règle générale. Parce que vous avez parlé d'Orange, effectivement, comme étant déclencheur de la prise de conscience des risques psychosociaux. Cela dit, si c'est pour revenir, on ne va pas coincer cette entreprise. Il y a eu récemment à nouveau un cas. Mais enfin, bon, c'est pas l'entreprise elle-même Orange, mais je voulais vous dire que si ça a permis de déclencher effectivement toutes les procédures sur la prévention des risques psychosociaux, et on est très content, il n'en demeure pas moins que on constate que toujours il y a encore des personnes qui sont dans des situations de tentative de suicide ou de suicide carrément, et qui seraient liées au travail. Et ça, c'est parce que nous n'avons... je sais pas mais nous ne sommes pas assez en prévention. C'est pas un manque de moyens que vous n'êtes pas en prévention, ou parce que finalement on se dit finalement... Non, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire que, vous savez, nous convoquons des salariés, nous suivons un certain nombre d'entreprises. Quand ces entreprises ne sont pas elles-mêmes des entreprises qui ne déclarent pas leurs salariés. Oui, ça c'est encore autre chose. Ça c'est encore autre chose. Mais disons que nous avons des entreprises vertueuses. Oui, on va à dire partir ça. du moment où nous avons la problématique, vous savez, ça peut basculer pour un salarié du jour au lendemain. Et très souvent, j'observe que nous avons des salariés qui confondent la difficulté qu'ils ont psychique ou psychologique entre le décès de leur mère, la perte de leur femme et la perte d'un être cher. Oui, mais est-ce que ça se conjugue? Non, ça n'a rien à voir. Parce qu'on n'est pas... À partir du moment... On n'est pas segmenté. On n'est pas segmenté. Mais j'ai perdu ma mère ou ma femme. Oui, mais ça ne vient pas du travail, ça. Oui, mais c'est au travail que on passe clair de son temps. Combien de temps vous passez au travail, je sais? Énormément de temps. Voilà. Énormément de temps. À quel moment vous auriez eu le temps d'exprimer cette souffrance si ce n'est qu'au travail? Non, mais très souvent. Et c'est pour ça qu'il y a cette dichotomie, ce confondu des genres. Et c'est pour ça que nous faisons le distinguo entre le psychologue clinicien et le psychologue du travail. Oui. Notre rôle n'est pas de régler des problématiques qui sont hors cadre professionnel. C'est pas notre métier. En revanche, une problématique hors cadre professionnel qui se retrouve, parce que effectivement, c'est pas un saucisson, on peut pas le découper le mec, qui se retrouve dans le monde du travail par ses humeurs, par ses aigreurs, par ses difficultés, par ses pleurs, par ses gémissements et tout ce qui s'ensuit. Oui. Il est évident qu'il faut la prendre en compte. Alors, je répète ma question. Mais ce n'est pas parce que... Et c'est là qu'il faut que nous soyons extrêmement fins dans l'analyse. Il faut que nous arrivions à débusquer si c'est une problématique qui vient du travail
ou si c'est une problématique qui vient et qui est due au décès de sa mère. Et ce n'est pas la même prise en charge. C'est difficile. Et ce n'est pas la même prise en charge. Alors, je prends 2 cas pour vous expliquer la complexité, et je rappelle aux téléspectatrices et aux téléspectateurs qui peuvent d'ailleurs étayer ou donner leur point de vue. Je perds un être cher, soit par mort, soit par séparation, parce que c'est souvent aussi des séparations conjugales qui font que les gens sont fragilisés. Mais si je suis dans une entreprise malveillante, ça va être forcément encore plus exacerbé, plus pénible pour moi. Est-ce que il y a pas on peut pas apprécier l'incidence de la malveillance de l'entreprise dans la situation de la personne? C'est difficile, hein. C'est difficile de dire qu'une entreprise est malveillante, c'est ça? Non. Non, c'est pas que ce soit difficile. Non, si une entreprise est malveillante, nous disons très clairement à cette entreprise, et d'ailleurs nous lui faisons un courrier, nous lui disons, écoutez, vous ne faites pas ce qu'il faut et vous ne remplissez pas vos devoirs vis-à-vis, parce que, attention, les employeurs ont des devoirs vis-à-vis des salariés, mais les salariés aussi ont des devoirs vis-à-vis des employeurs. Oui, nous sommes d'accord. Et nous, en tant que service de santé au travail, et je parlais de notre neutralité en la matière dans mon propos précédent, nous avons aussi à dire à cette entreprise, attention, ce que vous faites n'est pas bien. D'accord. En tout cas, vous ne jouez pas le jeu. D'accord? Et à partir du moment où nous avons dit ça, bien évidemment, par truchement de courrier, par truchement de convocation, etc., et que l'entreprise n'entend pas raison, nous avons encore d'autres outils à notre disposition pour lui faire entendre raison. Alors j'arrive, je suis mal, de toute façon il y a longtemps que je suis mal dans ma peau, et je me sens pas soutenu par mon entreprise qui continue à me mettre la pression, à changer mes plannings, à mettre des chefs sur moi, enfin bref, vous voyez qu'est-ce que ça fait. Est-ce que je vais avoir la chance d'être entendu sur les deux, en disant je vais voir le médecin du travail, je vais voir le service que dirige Jocelyn Marron, et je dis voilà, je suis pas bien en ce moment, j'ai trop de travail, je suis pas, j'ai l'impression qu'il y a de la pression de la part de l'employeur, mais en fait derrière il y a quand même ça. Qu'est-ce que vous allez mettre en... comment d'ailleurs vous saurez si la personne est souffrante depuis très longtemps? C'est le rôle du médecin et des professionnels de santé qui sont autour de lui. Je rappelle que tous ces professionnels de santé sont autour de son poste de travail. Donc c'est en principe un salarié que nous connaissons. Oui. C'est en principe un salarié que nous avons au moins reçu une fois. C'est un salarié pour lequel nous avons fait au moins une étude de poste. Nous connaissons son environnement professionnel, etc. Nous connaissons un petit peu le tissu social, etc., dans lequel il est, dans lequel il évolue, etc. Donc, un salarié comme celui-là ne débarque pas comme ça, sauf s'il est fraîchement arrivé et que nous n'avons pas encore l'ensemble des éléments. Mais nous avons l'ensemble des outils pour pouvoir lui répondre et surtout lui répondre très franchement, très clairement, très honnêtement sur sa situation, sur son positionnement et sur ce que nous lui proposons. Je rappelle que quand nous proposons un certain nombre de choses, donc d'outils que nous mettons à la disposition des salariés, attention, il y en a qui sont pas très promptes à les accepter. J'aurais souhaité vous rappeler, Monsieur Galva, que tout n'est pas rose, mais tout n'est pas noir non plus. Je n'ai jamais dit le contraire, Monsieur Marron. Dans les entreprises et dans les services de santé au travail. Ah oui, mais j'ai jamais pensé ça. Au contraire, je crois que c'est très important. C'est bien pour ça que je vous remercie à nouveau d'être notre invité ce soir. Je crois que c'est important que ça soit connu des salariés, qu'il y a des services, et ce sont des services en plus extrêmement disponibles pour les accompagner dans la santé psychique, parce que c'est physique. J'ai l'impression que tout le monde sait que vous êtes là pour vous occuper des bobos, des accidents qui se sont déroulés, même dans le travail. Mais j'ai le sentiment que les salariés ont encore beaucoup de mal à comprendre. Il y a encore beaucoup de champs.
Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a encore des émissions à refaire et à approfondir autour de cela. Je suis tout à fait d'accord. Quand j'ai ouvert Martinique Médecine du Travail, il y a de cela quelques années, la notion psychique n'était absolument pas prise en compte dans les services de santé au travail. Je suis le premier en Martinique à avoir mis en place les suivis psychologiques. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça, tiens ? À l'époque, on m'a dit, oh là là, mais tu rigoles, ça marchera pas. Qu'est-ce qui vous a motivé, Jocelyn, à faire ça ? Mais c'est parce que c'était, je voyais, j'entendais, j'avais ces fameux 12 suicides d'Orange. J'avais autour de moi un certain nombre de personnes que je voyais. Avant ça, j'ai été directeur dans le service historique de la Martinique, donc j'ai entendu, j'ai vu, j'ai discuté avec des médecins, j'ai discuté avec à l'époque il n'y avait pas encore d'infirmières, tout ça, tout reposait sur le médecin du travail. Et les gars étaient débordés. Complètement débordés sur ces questions-là. Ils n'avaient pas d'outils, alors que ça faisait partie de leur mission. Il y avait déjà 2 services de santé au travail à la Martinique qui faisaient fi de ces questions-là. J'ai mis à la disposition de la Martinique et des Martiniquais cet espace. C'est ce qui nous permet de pouvoir en discuter ce soir, et j'en suis très heureux. Et donc on a fait beaucoup, parce qu'avant, les taux d'absentéisme dans les services de santé au travail étaient pléthoriques. Aujourd'hui, on constate qu'ils viennent de bonne grâce et que les risques psychosociaux ne sont plus une problématique comme elle l'était il y a 17 ou 18 ans. Et j'en suis très optimiste sur ces questions, parce qu'en fait, c'est peut-être parce que je suis pas dans le bon côté, évidemment, puisque je reçois les personnes en souffrance. Mais mon cher, je n'ai pas l'impression que ça a diminué, Jocelyn. Mais il faut impérativement qu'il y ait des gens pour qui ça ne va pas bien, mais en face des gens pour qui ça ne va pas bien, il y a énormément de gens pour qui ça va bien. Nous sommes d'accord. J'ai pas voulu vous asséner de chiffres, mais si je vous prends les chiffres de Martinique Médecine du Travail, on va prendre 2023, 2022, 2020, vous allez vous rendre compte que sur l'ensemble des salariés que nous avons vus dans ces exercices-là, il y a effectivement des gens en difficulté psychique et psychologique, mais c'est pas le gros du bataillon. Cela dit, 1 de plus ou 10 de plus, c'est trop, c'est beaucoup trop, et nous ferons tout pour que ces chiffres-là baissent. En tout cas, ce que je note, moi, de mon côté, moi qui suis acteur du dispositif Mon Psy, en plus, avec la possibilité pour les patients d'être pris en charge donc, par la Caisse d'assurance maladie, je constate que ma patientèle est en augmentation très forte pour ces causes de souffrance au travail. Oui. Il n'y a pas de semaine que je ne reçoive pas des patients pour ces motifs. Donc je m'interroge quand même pour me dire, est-ce que c'est la société qui va pas bien ? Est-ce que nous ne sommes pas des spécialistes du management ? Ou est-ce que finalement nous n'avons pas suffisamment pris en compte cette dimension dans la vie des gens au travail, je parle du travail. Oui, bien sûr. Le reste de la vie, bien sûr. Mais non, vous avez parfaitement raison sur votre analyse. Mais il ne reste pas moins vrai que nous avons effectivement des gens qui sont en difficulté, c'est indéniable, mais que nous accompagnons du mieux que nous pouvons avec les outils que nous avons, avec les outils que nous mettons à leur disposition à partir du moment où ils les acceptent, avec des entreprises qui jouent le jeu, très honnêtement, qui jouent le jeu. Je me souviens très bien, les entreprises n'ont pas toujours été d'accord avec ces dispositifs-là. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que ça encore ? Ça va me coûter de l'argent, c'est quoi, etc. Aujourd'hui... Vous arrivez à les convaincre. Mais bien sûr. Ça, mais absolument. Mais non, mais elles ont compris. Un chef d'entreprise, c'est pas un têtu. Il comprend bien
qu'à partir du moment où il y a une problématique dans son entreprise et avec un certain nombre de ses collaborateurs, il est obligé, parce qu'en plus il est contraint. C'est de sa responsabilité. Ils entendent, ils comprennent. Nous avons un devoir d'explication auprès d'eux et de pédagogie auprès de ces entreprises. Elles acceptent bien volontiers et de bonne grâce d'aider leurs collaborateurs les plus en difficulté. Et ça se passe très très bien. Alors que je vous dis et je vous répète qu'il y a quelques années, les choses ne se passaient pas de la même façon. Vraiment, elles ne se passaient pas de la même façon. Je pense que nous avons une véritable prise de conscience aujourd'hui à la Martinique de ces problématiques-là. Et j'en suis très heureux. J'en suis vraiment très heureux. Surtout que j'ai porté le bébé. Je vous comprends. Alors, par contre, on parle beaucoup des salariés, mais une souffrance qui est, elle aussi, un peu estompée, c'est celle des dirigeants. Ah oui. Parce que lorsqu'on se retrouve en face d'une faillite, d'une liquidation judiciaire, des rapports sociaux difficiles, parce que parfois les syndicats ne sont pas tendres. Qu'est-ce qu'il y a pour accompagner ces chefs d'entreprise? Même pas forcément de très grosses entreprises. Ça peut être la petite boulangerie qui a 2 salariés, mais qui est tout seul. Qu'est-ce qui accompagne ces dirigeants? Bien. Alors, je suis obligé de faire un petit retour en arrière. La médecine du travail a été créée en 1946. La Caisse générale de sécurité sociale en 1947. Oui, à peu près. 45. Le général de Gaulle et son Premier ministre, André Malraux, à l'époque, avaient décidé de faire en sorte que les services de santé au travail, ce qu'on appelle aujourd'hui les services de santé au travail, mais qu'on appelait médecine du travail à l'époque, ne soient pas des structures étatisées, mais soient des structures associatives. Parce que la fameuse association loi 1901 avait tout son sens à l'époque. 46 ans de cela. Maintenant, aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé. La loi 1901 n'est plus ce qu'elle était. Et à l'époque, on sortait de la guerre, souvenez-vous, c'est les patrons qui ont mis en place le dispositif. Et à un moment, ces mêmes patrons qui ont mis en place ce dispositif, vous savez, la France à l'époque était un pays minier, on sortait de la guerre, donc c'était les usines, c'était le charbon, c'était tout ça. Et ces mêmes employeurs, ces mêmes patrons d'industrie, très souvent, ont décidé, quelques années après, de ne plus venir faire les visites médicales et avec leurs salariés. Et qu'est-ce qu'on a créé? On a créé le RSI. On a donc mis tout ça dans une partie patronale où ils étaient entre guillemets entre eux. Mais bon, ça c'est pour aller vite et c'est pour la boutade. Oui. Et les salariés donc étaient pris en charge par les médecins du travail, etc., etc., etc. Aujourd'hui, le RSI n'existe plus. Dans le nouveau dispositif, puisque ça a été rattaché à la Caisse générale, dans le nouveau dispositif et donc en adéquation avec la loi du 21 août, donc la dernière réforme des services de santé au travail, puisque ça ne s'appelle plus des médecines du travail, le législateur a décidé de faire en sorte que nous prenions en charge ce fameux employeur. Et ça marche? Mais non. Parce que parfois ils sont tout puissants, ils ne viennent pas vous voir. Je vous parle d'un dispositif d'août 2021 et que nous sommes... 2021? Oui, et que nous sommes... Non, mais la médecine du travail a eu 3-4 réformes successives, 2012, 2020... Ouais, on va revenir dessus, parce qu'il y a un téléspectateur qui nous attend. Oui. Je vous sais passionné sur ce sujet, mais il faut peut-être des fois qu'on pense à nos chers téléspectateurs. Bonsoir, vous avez la parole. Bonsoir, Fred. Oui, c'est Bruno. Alors, oui, c'est bien voilà, ça. Bruno étant notre téléspectateur. Je vais bien. Et toi? Ah ben très bien, Fred. Tu contribues à ma joie de vivre. Ah, c'est magnifique. Si toutefois il y avait un problème, le fait qu'il y ait psychose en direct.
et Oui. qui soit interactif. C'est en Donc, direct. ça va encore mieux. Ah oui, ça va encore mieux tout d'un coup. Alors permets-moi juste, Fred, de saluer Grégo à la réalisation et au standard, ainsi que Mano, le dirigeant de Zouk TV, et puis les téléspectatrices et téléspectateurs qui nous regardent et nous écoutent. Bonsoir également à ton invité. Bonsoir. Monsieur Marron. Bonsoir. Ça va, Jocelyn? Très bien, oui, merci. Oui, très bien. Que ça continue. Je crois qu'il est encore temps. Il n'est pas trop tard pour vous souhaiter une bonne et heureuse année 2024. On a jusqu'à demain, parce que c'est jusqu'à la Chandeleur. C'est parfait. Je te l'avais déjà souhaité, Fred. Oui. Je te renouvelle mes vœux. Mais Je te nous remercie. sommes là pour parler de médecine du travail. Donc, aménagement du poste de travail, adaptation du temps de travail, reclassement. Surtout Il me de semble, souffrance messieurs, psychique au travail. Nous avons recentré, on s'est dit, quand on parle de souffrance psychique au travail, Bruno, c'est quoi? Comment ça se traduit? Est-ce que tu as connu des personnes qui se sont retrouvées en grande difficulté et qui n'avaient pas forcément de réponse? Oh que oui, Fred. Tiens, ça a été une connexion entre nous, puisque c'était avant l'IFMES que tu dirigeais à Cluny. Ah oui, Voilà. ça fait longtemps. Donc, tu t'occupais des moniteurs éducateurs et des éducateurs spécialisés. Ça fait longtemps. Notamment de leur formation. Mais Oui. c'était avant, c'était un autre centre de formation où j'avais à gérer effectivement des caractères difficiles. Mais aussi mes collègues qui étaient surpris par mes méthodes de travail un peu révolutionnaires. Donc un petit harcèlement d'eux, voilà, qui m'ont envoyé au casse-pipe réclamer notre salaire et puis qui m'ont laissé tomber. Donc c'est vrai, il y a des petits problèmes au boulot. Ça peut venir de partout, de la direction, des collègues, des clients, vraiment des fournisseurs. Voilà, c'est la vie, c'est comme ça, mais c'est un peu comme la vie, comme la société, Fred. Donc on retrouve les mêmes problèmes. Tu penses que c'est la vraie vie, ça L'entreprise est une société en miniature, on va dire. Oui, mais est-ce que c'est un lieu où on s'épanouit, donc où on pourrait normalement voir ses souffrances diminuer Il faut être extrêmement positif et optimiste. Et en plus, être résilient. C'est-à-dire vite rebondir. Tomber c'est quelque chose, mais se relever, c'en est une autre. Donc il faut vite se relever. Et si tu as toutes ces qualités, effectivement, tu t'épanouis et tu deviens à ton tour un chef d'entreprise, un gérant qui décide de tout. Donc voilà, à ce moment-là, il y a moins de problèmes psychiques. Mais si tu me le permets, j'ai 3 petites questions à poser à ton invité. Mais je t'invite, bien sûr, Fred, à y répondre, à compléter ses réponses. Non. Mais il me semble, messieurs, que vous avez juste changé le nom de l'entreprise. C'était peut-être le prédécesseur d'Orange. C'était pas France Télécom dont vous parliez, qui avait effectivement ce record national. oui, c'était France Télécom. Oui, c'est pas. Voilà, nous nous sommes trompés. Orange, c'est après, mais c'était d'abord à France Télé. Oui, c'est exact. Merci de nous rappeler. Monsieur Marron va confirmer, Fred, ce problème local était en fait national. C'est l'entreprise à ce jour qui détient le record de suicide, de salariés. C'était cause de stress et puis de surmenage. Il avait de la pression en fait, trop de pression. Oui, on exigeait trop d'eux. Voilà, on va pas moi, ce que je disais, Bruno, c'est qu'il ne s'agit pas de désigner cette entreprise, parce que j'ai le sentiment, sauf erreur de ma part, bien évidemment, que ça continue, qu'il y a encore des situations d'extrême souffrance au travail. Bon, maintenant, on a la chance d'avoir des services. Mais si tu me le permets, j'ajoute non seulement à Orange, mais aussi ailleurs, Fred. Alors, on va repasser aux questions, si tu le veux bien. Donc, on fait comme d'habitude, je les pose tout d'un coup, ce qui permet à M. Marron de développer ses réponses et toi de compléter. Allez, vas-y, comme d'habitude, oui. Donc... comme d'habitude. Alors, M. Marron, vous êtes bien placé. Vous êtes quelquefois à l'intérieur des entreprises, vous occupez de la santé physique et mentale, donc des salariés, la médecine du travail. Est-ce que vous confirmez que 97% de nos entreprises sont en fait des TPME, très petites et moyennes entreprises, donc de 1 à 7 salariés? Alors, combien d'entreprises sont concernées par la médecine du travail en Martinique? Est-ce que dès qu'il y a un salarié, il y a la médecine du travail, ou il y a un nombre plancher
de salariés. Et on aimerait savoir aussi, nous qui regardons l'émission, très intéressante, hein, merci pour le début, et merci de tout cœur en fait, pour cette partie interactive. Alors, qu'est-ce que vous conseillez, Monsieur Marron? Fred, c'est aussi ton domaine, à un salarié ou un employé qui constate que son collègue a des problèmes de santé mentale. Il répète tout le temps les mêmes gestes, il y a une lenteur au travail, il y a des oublis, donc toute l'entreprise est pénalisée. Quelle est la bonne démarche pour le salarié? Est-ce qu'il doit venir vous voir directement à la médecine du travail? Tu l'as dit, Fred, hein, la santé psychique, elle est dangereuse parce qu'elle est invisible, hein, contrairement à la santé physique. Tout à fait. Ma dernière question, donc on se souvient tous de cette épidémie de coronavirus, mais aussi de ce que ça a engendré dans les entreprises, notamment le télétravail. Même M. Marron et Fred, est-ce qu'en janvier 2024, les salariés, employés et dirigeants ont encore des séquelles psychologiques de l'épidémie de coronavirus? Alors merci, hein, si le temps le permet, de répondre à ces questions, mais en tout cas, merci pour l'émission. Ça intéresse beaucoup de salariés et éventuellement beaucoup de dirigeants aussi. Donc merci Monsieur Marron et merci infiniment Fred pour toutes les émissions passées et à venir. Très bien, merci Bruno, prends soin de toi. Prends soin de toi et très très bonne année à nouveau. Les questions sont précises. Merci beaucoup Fred, je te renouvelle mes vœux. À bientôt, bonne soirée. Très bientôt. Bye bye. Ok. Les questions sont précises. Hein. Merci Bruno. La première, est-ce que toutes les entreprises, je crois que vous l'avez déjà un peu demandé, est-ce que c'est bien contrôlé ça? Parce qu'il y a beaucoup de petites entreprises en Martinique. Est-ce qu'elles cotisent? Est-ce que je suis en train de violer votre secret? Pas du tout. Absolument pas, non. Alors, effectivement, il a raison, notre auditeur. 98%, bien 95% des entreprises sont des très petites entreprises. Oui. C'est le tissu principal. Oui, bien sûr. Oui, je confirme cela, puisque nous-mêmes, quand vous regardez les entreprises qui sont chez nous, vous vous rendez bien compte que nous avons affaire à cette typologie d'entreprise. La deuxième question, je crois, portait sur est-ce qu'à partir, y avait-il un niveau plancher pour pouvoir inscrire un salarié en service de santé au travail? Alors, je vais être très très clair et puis très simple. Je sais que vous l'êtes d'habitude, donc. Toute entreprise ne déclarant pas un salarié, à partir du moment où il a une fiche de paie, est une entreprise contrevenante au droit. Croyez-moi que si les organisations syndicales nous écoutent, ils feront le boulot. Voilà. Je dis bien, à partir du moment où il y a fiche de paie, donc contrat de travail, il y a inscription dans un service de santé au travail du choix de la structure. Parce que de toute façon, dans la fiche de paie, ça apparaît en plus en général. Non, mais pas. Non, ça apparaît pas que l'entreprise cotise. Non, pas du tout. Donc on ne sait pas en fait si une entreprise. Si vous êtes dans une entreprise, comment vous savez si vous êtes C'est la DSN. D'accord. C'est la DSN. Et encore, alors, vous savez qu'à partir du moment où vous avez une embauche à faire, vous faites ce qu'on appelle une déclaration unique d'embauche. C'est cette fameuse DSN. Cette fameuse DSN va à la Caisse générale de sécurité sociale. Oui. Elle est dûment enregistrée. Vous avez à cliquer. Alors tous les cabinets d'expertise comptable font ça et le font très très bien d'ailleurs. Et à partir du moment où ça arrive au niveau de la Caisse générale de sécurité sociale, normalement, les services de santé au travail que nous sommes auraient dû être informés du nom des entreprises et donc des salariés qui sont déclarés chez nous, puisque les employeurs ont le choix, quand elles arrivent sur la plateforme de la CGSS, de dire « je peux y aller, je clique pour tel service, tel autre service », et le dernier service étant, puisque nous en avons parlé en début d'émission, étant le centre de gestion. C'est très clair. Mais la Caisse générale de sécurité sociale, et je le dis, ne finalise pas l'histoire
parce qu'elle ne nous envoie pas ces éléments. Donc nous sommes complètement aveugles. Ça veut donc dire qu'il y a des entreprises qui ont, des très petites entreprises, qui ont fait l'effort de déclarer leurs salariés, mais nous ne recevons pas ces déclarations qui ont été faites, puisque la DSN existe, et donc nous ne pouvons pas faire en sorte que ces entreprises aboutissent, et donc qu'elles finalisent l'inscription. Mais c'est très grave ce que vous êtes en train de nous dire, et ça m'explique ce qui s'est passé pour un de mes amis dont je vais vous parler, qui a eu un très grave problème de santé, et qui, évidemment, s'est retrouvé avec ce qu'on appelle des paresthésies, donc suite à un problème très grave. Hein, donc il n'a pas pu. Il travaillait dans une bijouterie, donc il n'arrivait pas forcément à saisir puisque son traitement chimio ne lui permettait plus. Quand il s'est agi d'aller à la médecine du travail, Jocelyn, le salarié, s'est retrouvé avec l'idée « Ah ben, votre entreprise, non, elle ne cotise pas. » Voilà. Comment cela peut-il exister donc? C'est peut-être ça qui... Mais bien sûr, c'est peut-être ça. Non, quand je dis c'est peut-être, c'est-à-dire que c'est le fait que vous, les services de santé... Nous n'ayons pas eu l'information. Donc à partir du moment où nous n'avons pas l'information, c'est la même chose que je disais tout à l'heure pour les feuilles de soins. Si nous n'avons pas les arrêts maladie, si nous n'avons pas les accidents du travail, nous sommes aveugles. Nous sommes complètement aveugles. Et vous ne faites pas, vous n'avez pas des liens privilégiés avec la Caisse générale de sécurité sociale à ce sujet pour améliorer... Mais bien évidemment, et je vais vous dire mieux. Au 1er janvier dernier, puisqu'aujourd'hui nous sommes le 31, au 1er janvier dernier, la Caisse générale de sécurité sociale a l'obligation de nous envoyer ces éléments. C'est pour ça que je me permets d'en parler, parce que c'est quelque chose de public. Bien sûr. Vous me disiez tout à l'heure, mais c'est sur la fiche de paye. Non, pas du tout. C'est pas sur la fiche de paye qu'on voit ces éléments. Donc le salarié, il ne peut pas savoir si... Sauf si il prend son téléphone et qu'il appelle le service. Ça arrive tous les jours. Mais c'est ce qu'il a fait. Et ils nous disent, est-ce que je suis inscrit? Est-ce que vous avez mon nom dans vos registres, etc. Et on lui répond oui, ou quand c'est le cas, mais on lui répond non, ou sinon on lui dit... Et quand vous dites non, est-ce que vous allez vers l'entreprise pour leur dire, attention, vous êtes en contravention? Ah, pas du tout. Nous n'avons pas le droit de faire ça. Ouais, mais il fait quoi le salarié dans ces cas-là? Il va voir son employeur et il lui dit, monsieur, je ne suis reconnu nulle part. Voilà, si c'est un salarié, un employeur, indélicat, il le restera. Mais il prend le risque de se faire visiter par un inspecteur du travail et qui prendra les sanctions. C'est important de dire effectivement qui prendra les sanctions qui s'imposent. Il y a encore ce recours, il faut le dire aux téléspectateurs, effectivement, de l'inspection du travail. Absolument, par rapport à cet employeur indélicat. Mais il y a un lieu, il y a un endroit où effectivement on peut voir si les émoluments de la médecine du travail ont été payés, puisque c'est notifié au verso du document dont je vais parler. Il s'agit du chèque emploi-service. Vous connaissez ce dispositif? Oui, je connais ce dispositif, oui, mais... Ce dispositif, quand vous avez ce fameux chèque emploi-service, vous payez votre jardinier, vous payez votre femme de ménage, etc., au verso de ce chéquier, puisque c'est un chéquier que vous allez récupérer donc à votre banque, oui. Au verso de ce chèque, l'organisme collecteur, c'est qui? C'est la Caisse générale de sécurité sociale. Elle est donc collectrice des sommes qui correspondent à la valeur faciale de ce chèque. La Caisse générale de sécurité sociale prélève pour la médecine du travail, puisque dans ce que vous payez à la banque, vous avez une cotisation, une quote-part, qui doit impérativement revenir à la médecine du travail, que nous n'avons pas et que nous n'avons jamais reçu, bien évidemment, depuis quelques années. Alors, mes amis de la Caisse générale ne seront pas très contents parce que ce soir, je dis un certain nombre de choses. Il faut mieux qu'on comprenne les choses, Jocelyn. Il faut qu'on les comprenne. Mais je l'ai dit ce soir, je l'ai dit à Zouk TV. Je suis très heureux que vous m'ayez tendu votre micro ce soir, parce que ce sont des situations qu'il faut et qui soient connues et sues de tout un chacun. Maintenant, après, je suppose que mon téléphone sonnera,
Non, on discutera. Si ce sont des faits qui sont avérés, il n'y a aucune raison que ça ne soit pas. Non, mais en tout cas... En tout cas, ça me fait permettre de comprendre les choses. Voilà, c'est le seul endroit où vous verrez un montant de cotisation sociale, de cotisation à la médecine du travail, notifié. Voilà. Troisième question de Bruno, vous n'avez pas échappé, c'était le Covid. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a encore des incidences du Covid sur des salariés ? Et comment cela s'exprime-t-il ? Est-ce qu'il y a des réponses qui leur sont données ? Oui, il y a des réponses qui leur sont données. Oui, il y a Qu'est-ce qu'ils peuvent exprimer par rapport au... Je ne suis malheureusement pas dans le secret du cabinet de la psychologue du travail qui les entend et qui les écoute, mais oui, effectivement, il y a encore des gens qui ont encore des symptômes post-traumatiques par rapport à cette situation qui était plus que pénible pour certains. Je confirme, en effet. Nous allons arriver au terme de l'émission. Vous voyez, ça passe déjà vite. Fini. C'est presque fini. Mais vous aurez à me répondre sur les projets qui peuvent être mis en place pour ces dirigeants, parce qu'on en parlait tout à l'heure et on a commencé, et Bruno est intervenu, on le remercie beaucoup. Vous me disiez qu'il n'y a plus vraiment d'espace prévu, même si la loi de 2021 prévoit que les dirigeants soient pris en charge. Est-ce qu'ils le sont réellement ? Alors, nous sommes en train, je suis au courant d'un certain nombre de projets. J'ai été sollicité pour un certain nombre de mise en place de projets dont je ne peux pas, bien évidemment, parler ce soir, puisque je ne suis absolument pas à l'initiative de ces événements, quand bien même je suis tout à fait disposé à les soutenir, sans aucune difficulté, parce que je crois que le sujet est intéressant et en vaut son pesant d'or. Bon. Mais il est prévu de mettre un certain nombre de synergies en place autour des chefs d'entreprise, parce que nous nous rendons compte qu'il y a beaucoup trop de chefs d'entreprise qui sont vraiment... Et aussi par rapport à ce Covid, par rapport à toutes ces entreprises qui ont été exsangues, par rapport à toutes ces entreprises qui ont été liquidées, par rapport à tous ces chefs d'entreprise qui n'avaient aucune écoute, aucune oreille, qui n'ont toujours pas d'écoute et qui n'ont toujours pas d'oreille, qui ont perdu leur patrimoine, qui ont perdu leur entreprise, qui avaient parié sur... Parce que les chefs d'entreprise, ce sont des gens extrêmement dynamiques, mais aussi des gens qui se projettent dans un avenir et qui se sont projetés dans des avenirs, un avenir très sombre. Donc, il y a un certain nombre de dispositifs qui sont en train de se mettre en place. Nous-mêmes, au sein de Martinique Médecine du Travail, nous mettons en place et nous sommes en train d'étudier un certain nombre de dispositifs d'écoute beaucoup plus importants. Et j'aime bien des focus que nous ferons sur les chefs d'entreprise. Bon, alors, c'est une population extrêmement particulière. C'est-à-dire... Ce sont des gens... Ah ben oui, mais un chef d'entreprise, c'est un chef d'entreprise avec tout ce que ça... Vous pensez que, par exemple, avec un chef d'entreprise, aura plus de pudeur à exprimer sa souffrance? Bien sûr, parce qu'il le considère déjà comme un échec. Oui, bien sûr, ça c'est sûr. Et donc, le discours ne peut pas être le même. L'accompagnement ne peut pas être le même. C'est ça, mais l'approche doit être imaginée. Parce qu'il va falloir trouver une façon de trouver l'angle. Il faut trouver l'angle. Voilà, il faut trouver l'angle. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse appel à vos lumières pour pouvoir nous aider à mettre en place un certain nombre de synergies. Et je souhaite et j'espère que vous serez associés à un certain nombre de nos projets. Mais il faut bien comprendre que le combat sera long, il sera difficile. J'en connais beaucoup, j'en ai déjà discuté avec eux. J'essaye de comprendre
le pourquoi du comment, c'est pas si évident que ça. Souvenez-vous, parce que vous avez une mémoire très marquée, que nous avons connu dans notre pays un suicide d'un chef d'entreprise dans son entreprise elle-même. Oui, bien sûr. Vous vous souvenez, c'était à la zone industrielle de la Lézarde, et ça avait beaucoup marqué. Donc ça a du sens que ça soit mis en place, parce que il y a longtemps que cette souffrance existe. Maintenant, je pense qu'il faut vraiment, vu l'état de l'économie... Mais n'oubliez pas dans quel pays nous sommes. Nous sommes dans un pays de pudeur. Ouais, c'est vrai que c'est pas simple d'exprimer absolument pas simple. Sa souffrance. Nous sommes effectivement dans un pays de l'oralité, mais dans un pays de l'oralité pour d'autres choses et pas forcément pour cette oralité-là. Donc il faut que nous arrivions à trouver des leviers, des supports, des outils qui nous permettent de pouvoir les mettre en confiance, qui nous permettent de faire en sorte qu'ils entendent cette voix-là et qu'ils acceptent le lâcher-prise qui doit prévaloir en la matière. Je vous renvoie à une question qui est fort gênante, parce que vous êtes chef d'entreprise. Oui. Est-ce que vous ne serez pas un peu jugé parti? Qui s'occuperait de vous à ce moment-là, je sais? Écoutez, une excellente question. mais non, mais je suis moi-même, je n'ai aucune pudeur à le dire. J'ai eu quelques difficultés dans l'entreprise que je... Non, mais c'est normal. Que je gère aujourd'hui et je vous assure que ce ne sont pas des moments simples, que ce ne sont pas des moments faciles et que je ne suis surtout pas et je ne suis absolument pas le seul à avoir consulté et à avoir puisé dans le peu de réserves qui nous restent pour pouvoir trouver l'arc-en-ciel ou le rayon de soleil qui nous permet de pouvoir nous relever. C'est ça aussi le travail du chef d'entreprise. C'est l'un des métiers les plus difficiles qui puissent exister au monde. Mais c'est se relever et avoir les équipes et les gens autour de nous qui nous permettent de nous relever quand nous traversons des périodes très compliqué. On vous remercie vraiment d'être venu, Jocelyn Marron. Je rappelle que vous dirigez 2MT, qui est un service de santé au travail, parmi les 3 qui existent. Je sens que vous allez vous engager dans une promotion de la santé au travail avec d'autres partenaires. Pourquoi pas? Vous pouvez tous les 3 vous organiser pour qu'il y ait une promotion, que les salariés sachent qu'ils peuvent, lorsqu'ils sont... de ne pas attendre le burn-out et qu'ils peuvent avoir recours à vous. Mais absolument, et nous sommes tout à fait disposés à les recevoir. Mais attention, il faut que ces salariés-là, faut bien comprendre que la particularité, l'objectif n'est pas que tout le monde nous appelle demain matin et que nous leur disions non, c'est pas possible, parce que pour que nous puissions recevoir des gens ou des salariés, il faut que ces salariés soient inscrits dûment chez nous. On est bien d'accord. En tout cas, moi, ce que je propose à Zouk TV, j'ai au sein de mes équipes des médecins qui sont spécialistes de la question. Moi, je suis venu ce soir, mais j'ai un médecin spécialiste de la question, notamment de la question psychologique, le thème que nous avons abordé ce soir, et il peut tout à fait venir et la développer, mais sur l'aspect scientifique. À votre micro. En tout cas, nous avons été heureux parce que vous avez été très précis. On a eu déjà toutes les informations qui convergent et qui vont certainement nous amener à recevoir vos collaborateurs. Merci, Jocelyn. Grégory, un grand merci pour ta patience. On est resté très clairement dans le cadre que tu avais défini. Et quant à moi, Bruno, je le remercie, parce que Bruno, à tous les coups, il nous appelle, il nous donne son avis. Je vous remercie et vous souhaite surtout à nouveau une très très belle année. On se retrouve dans un mois, on parlera d'autre chose. Je pense qu'on parlera de sorcellerie, puisque ça fait partie aussi des choses qui habitent notre esprit. Allez, prenez soin de vous, à très vite. Super.